Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis. On en a chié avec cette version charclée et imbitable qui était la suite officielle de Blood Omen, hein? Ouais, clairement, on peut pas dire que le pauvre Kain a eu beaucoup de bol avec ses adaptations en perso principal. Du coup, nous allons revenir sur la suite de la saga de Raziel, à savoir Soul River 2. Qui va aussi être un chef-d'œuvre, je suppose. J'aimerais tellement. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, à peine Soul River 1 était-il sorti que Blood Omen 2 était déjà sur les rails depuis un moment. Problème, aucune communication n'a eu lieu entre les différentes équipes. Celle de Blood Omen 2 ayant décidé de faire son petit bonhomme de chemin, quitte à engendrer une nouvelle licence, sans en avoir plus rien à branler de la continuité. Il fallait donc que quelqu'un résolve le problème et trouve une explication aux incohérences de Blood Omen 2. Et ce quelqu'un, c'était Amy Hennig. Et que je vais finir par appeler Supergirl en fait. Oui, parce que si Crystal Dynamics a réussi à reconnecter Soul River et Blood Omen sans trop de casse, c'est grâce à elle. Cependant, comme pour tous ses aînés, Soul River 2 va subir un certain nombre de coupes. Sauf que cette fois, le problème n'est pas venu d'une trop grande gourmandise des développeurs ou d'un quelconque retard, mais d'un changement de plateforme. D'abord prévu sur PlayStation 1, l'équipe a bataillé ferme pour que le jeu soit placé sur PS2, un support plus puissant et performant, qui allait donc leur offrir davantage de liberté. Mais ce n'est qu'après plusieurs mois de développement que Eidos leur donnera finalement le feu vert. Cool! Ce qu'il est moins par contre, c'est que sur PS2, ils allaient avoir beaucoup plus de rivaux. Et donc ça allait être un concours de qui est la plus grosse avec Metal Gear Solid 2, Jak and Daxter, Ico, Devil May Cry et GTA 3. This is fine. Sauf que, qui dit machine plus performante, dit graphisme plus développé. Et donc, plus de boulot. Et ça, l'équipe l'avait pas très bien anticipé, d'où les coupes supplémentaires. L'ennui, c'est que parmi tout ce qui a été supprimé, on a des pans entiers de gameplay qui ont été balancés aux oubliettes. Enfin bon, ça j'y reviendrai plus tard. Il y a cependant eu un bon point à toutes ces coupes. Tandis que Blood Omen 2 prenait du retard, Soul River 2 a pu sortir lui avec plusieurs mois d'avance. Très exactement en 2001, le 23 novembre sur PlayStation 2 et le 30 novembre sur PC. Alors pour le coup, j'ai pas vraiment de certitude, mais il est pas improbable que ce gain de temps ait permis à l'équipe de Hennig de rapidement modifier la fin de leur jeu, amenant ainsi un début de cohérence entre les deux œuvres. Ce qui a probablement empêché les joueurs de se mettre à hurler devant toutes les conneries de Blood Omen 2. Malheureusement, après 8 mois de commercialisation, Soul River 2 ne s'était vendu qu'à 500 000 exemplaires, bien loin d'être le succès attendu par les hautes instances. Surtout comparé aux 1 500 000 unités de Soul River 1. Alors c'est qui le meilleur, bitch? Vous vous souvenez quand je vous disais qu'après Soul River, ça allait être la merde à cause des voyages dans le temps? Et bah c'est avec cet épisode que ça commence à frapper fort. En effet, si nous incarnons toujours Raziel dans le royaume de Nosgoth, les voyages temporels vont le conduire à explorer plusieurs époques. 3, très exactement. La première se passe en l'an 0 de NK, puis nous propulse un siècle après Blood Omen, soit en 130 après NK, pour finalement revenir en 500 avant NK. Je vous l'avais dit que ça allait être la merde. Bon, je vous ai précisé que le jeu avait souffert de nombreuses coupes, et ça a du coup été fatal à bon nombre d'éléments de gameplay, comme le fait que certains pouvoirs soient passés à la trappe, ou tout simplement que Soul River 2 soit beaucoup plus linéaire que prévu. En effet, Raziel va jumper entre 3 époques différentes, mais retraversera toujours les mêmes lieux. Laisser aux joueurs une map immense aurait nécessité beaucoup trop de travail, et donc le seul cheminement possible est devenu beaucoup plus restreint. En termes de graphisme, on a grappillé quelques points depuis l'épisode précédent, et ça fait très plaisir d'avoir enfin les lèvres qui bougent, même s'il y a des ratés. Beaucoup de ratés. Cependant, et ça c'est assez dommage, le jeu est assez peu lisible. Et encore sur la terre ferme c'est rien, mais si jamais vous allez sous l'eau, la visibilité devient tout bonnement dégueulasse! Et sur PC, c'est pas meilleur? Aucune idée. Mais là j'avoue, vu que je possède une version PS2 en excellent état, j'avais pas très envie de redépenser de l'argent dans une version PC. Malheureusement, la caméra est toujours un peu fofolle, ce qui peut la conduire à vous filmer derrière un obstacle. Super utile quand vous devez vous battre, et on a à plusieurs reprises des soucis de collision, empêchant Raziel de toucher un ennemi. Mais touche-la, Et je terminerai sur l'intelligence artificielle qui...
et pas plus fameuse que l'épisode précédent. Je dirais même que c'est pire, vu que si vous arrivez dans une zone avec des humains chasseurs de démons qui affrontent des démons dévoreurs d'humains, ils cesseront toute bataille pour s'allier contre vous. Ouais, ils doivent vraiment détester Raziel. Bon, alors, dans les grandes lignes, tout comme le premier Soul Reaver, on possède toujours un excellent casting qui maîtrise à la perfection un texte magnifiquement adapté. Raziel étant toujours incarné par Bernard Lano. Je suis alors que je n'avais connu jusque-là que l'aride carcasse de ce monde, l'odieux reflet d'un Osgoth dont l'exubérante vigueur avait été drainée par le vampirique empire de Kane. Ce que je contemplais, Kane avait choisi de le sacrifier sans scrupule pour préserver sa terne vie et sa vertigineuse ambition. Ferdinand Choupard est un personnage secondaire dans cette histoire, mais c'est pourtant bien avec lui que cette aventure commence. Alors qu'il rentre tranquillement chez lui, après avoir passé la soirée à jouer aux cartes en sirotant un merveilleux whisky 12 ans d'âge. Tandis que l'ancien et Kane partageront encore la voix de Benoît Alman. Si Moebius t'avait dit que je me cachais au fin fond des enfers, m'y aurais-tu suivi au péril de ton âme? Moebius se repaît des ignorants et des imprudents, harponnant ceux qui se noient dans les tourbillons de leur destinée. Garde-toi de ces raies, Raziel. Pas d'insolence, Raziel. Je suis éternel, ici et ailleurs, maintenant et toujours. Je suis le centre de la roue du destin, les cieux autour duquel tourne le monde. Et vous ne croyez pas que c'est cette rigueur qui précisément vous jouez des tours? C'est-à-dire? Eh ben, je ne sais pas. Vous étiez dans une situation très désagréable, qui entretenait un stress intense. Votre attention était accaparée par ce retard que vous accusiez, pas sur ce que vous faisiez, à savoir fermer la porte à clé. Moebius est quant à lui désormais interprété par Jean-Louis Faure. Est-ce là Vorador le vampire? Oui, le fléau du cercle. Dépravé, décadent, incarnation ultime de cette race dégénérée. Il massacra 6 de mes frères gardiens, pétrifié d'effroi, dans cette pièce même. 1 heure et je reviens. Non, c'est hors de question. Il faut que j'y retourne! Quand je suis revenu ici, j'ai perdu 6 ans à me demander ce que cachait ce fil barbelé. Je pensais à une erreur militaire ou une sorte de terrible défaut de construction qu'il voulait couvrir. Et Ariel, toujours par Anne Rochant. Moi seul fut épargné par la folie, comme Kane échappait au trépas. Mais même au sein de la matrice, il ne put échapper au venin de Mithrakdol. Il y perdit le contrôle de sa destinée. Tout le monde aux actualités. Il est le seul à pouvoir sauver cette ville. Il nous doit bien ça. Et pour ce qui est des personnages de Vorador, Yanosodron, Zéphon, Dumas et Malek, ils sont joués par Jean Barnet. Quant aux colonnes, ton arrivée et leur profanation furent simultanées. Je ne crois pas au hasard. Alors je te demande simplement, es-tu l'instrument de la destruction des colonnes ou celui de leur rédemption? Notre race s'éteignit doucement et je restai seul, maintenu en vie par devoir envers toi et pour assurer la tutelle de l'épée. Seigneur Moebius, nous avons un problème. Le cercle est attaqué. Alors tu viens reprendre le cœur du démon, c'est ça? Il faudra d'abord me passer sur le corps. Merci, j'avais remarqué, Crispus. Franchement, vous croyez qu'après avoir combattu le crime pendant 20 ans ici, il traverserait la baie pour kidnapper 8 personnes? Et ça, pour le coup, c'est assez intéressant. Parce que dans Soul Reaver 1, Benoît Alman interprétait déjà Kane et l'Ancien. Et je n'avais jamais remarqué la similitude de leur voix. Par contre, dans Soul Reaver 2, ça se remarque, mais tellement! Et ça, c'est principalement parce que Kane a un ton beaucoup plus calme dans cet épisode, ce qui la rapproche du timbre de l'Ancien. Et du coup, laisse percevoir la similitude. D'un côté, heureusement, car après réflexion, Kane est un personnage beaucoup plus calme que ce que laissait supposer Soul Reaver premier du nom. Mais la ressemblance entre les voix des deux personnages peut poser problème. Et à l'inverse, toutes les voix de Jean Barnet, on m'aurait pas dit que c'était la même personne, je l'aurais jamais deviné. Bon, après, soyons francs, si le doublage est excellent, la mise en place est pas géniale. On peut le voir notamment pendant la cinématique d'intro, qui souffre de pas mal de coupes assez brutales dans les dialogues. Et plus encore de ses ennemis. Mais aussi dans les séquences in-game, vu qu'on a régulièrement des soucis de synchronisation labiale. La roue de l'histoire broie toujours quelques martyrs. Sauf pour Raziel, évidemment.
Alors globalement, on récupère peu ou prou le même Raziel de Soul Reaver 1. Il peut toujours dévorer les âmes, escalader certains murs, traverser les grilles, planer sur de courtes distances, faire de la télékinésie, passer d'une dimension à l'autre, ce qui est appréciable. Contrairement au God of War où on était renvoyé à la case départ à chaque nouveau jeu, ici on conserve les capacités débloquées dans l'épisode d'avant, sauf pour le super saut et les glyphes. On n'a plus le pouvoir de l'anneau d'énergie non plus. En effet, mais vu à quel point c'était un pouvoir pourri qui servait absolument à rien, c'est pas un problème. Le système de combat s'est étoffé, vu que Raziel peut désormais faire varier ses coups, et même parer les assauts. Par contre, les coups finaux ne sont plus disponibles, Raziel exécutant automatiquement tout adversaire à l'agonie, et ce, même à main nue. Ce qui est logique vu que nos ennemis sont essentiellement de simples humains, c'est par contre un peu plus con avec les démons, mais bon. Et vous possédez désormais une map. Pourquoi faire ? Non, sérieux, autant avoir une map dans un open world, je peux comprendre l'intérêt, sans problème. Par contre, dans un jeu aussi linéaire, c'est pas utile. Non content d'être plus agile de ses 6 doigts, Raziel peut toujours manier les lances et les torches et ajoute même les épées à sa collection. Et il devient capable d'invoquer ou de révoquer la Reaver à sa guise, ce qui est très utile, lui interdisant de disparaître au moindre coup, mais la conséquence est qu'elle n'empêchera plus votre énergie de baisser dans la sphère matérielle. Désormais, la Reaver, qui avait une puissance extrêmement limitée dans le premier jeu, gagne ici un véritable intérêt, puisqu'elle arbore une jauge de faim. Plus vous vous servez de l'arme spectrale, plus la jauge se remplit, rendant la Reaver de plus en plus puissante, pouvant même one-shot de gros ennemis. L'inconvénient, c'est que tout adversaire vaincu avec la Reaver verra son âme dévorée par l'épée, privant Raziel d'un repas. Le second contre-coup, c'est qu'une fois la jauge pleine, l'épée a tellement faim qu'elle puise dans votre propre barre de vie à un court instant. Et du coup, malgré sa puissance, je trouve l'arme très bien équilibrée. Ah, et autre chose à savoir, si dans l'épisode précédent, Raziel devait trouver des camemberts de vie pour augmenter sa jauge de santé, ce n'est plus le cas ici. Son énergie maximum augmentant toute seule à chaque nouvelle forge. Ok, pourquoi pas, mais enfin bon... Ah tiens, maintenant qu'on en parle, la Reaver peut désormais être imprégnée d'énergie élémentaire. Les ténèbres, la lumière, le feu et l'air. Et ces gadgets, puisqu'à part servir de clé, aucune ne possède vraiment de compétences particulières, à l'exception de la Reaver de l'ombre qui peut aveugler certains pièges, ou celle de l'air qui vous permet de pulvériser des murs fissurés, et de marcher dans les marécages sans être ralenti. Et c'est un premier reproche qu'on peut faire au jeu. On se casse le cul à trouver des pouvoirs élémentaires pour la Reaver, mais qui au final n'ont aucune autre utilité que de vous faire avancer dans l'intrigue. Parce que oui, à la base, Raziel aurait dû pouvoir retrouver les glyphes du premier jeu, et même obtenir davantage de formes pour la Reaver, à savoir l'eau, la terre et l'esprit. Vous trouvez ça dommage et restreint ? Attendez de voir la suite. Parmi les nouveautés, le jeu a su apporter quelques éléments bienvenus, comme des checkpoints, particulièrement appréciables vu à quel point la difficulté des combats a été rehaussée. Ou mal gérée, j'ai encore du mal à choisir. Et les énigmes sont plus variées que dans le premier épisode. Cependant, une modification engendre une incohérence. En effet, une des règles fondamentales de la sphère spectrale, c'est que le temps ne s'y écoule pas, ou du moins extrêmement lentement. Raison pour laquelle il était nécessaire d'y faire un saut pour résoudre certaines énigmes du premier jeu. Or, ce n'est plus le cas désormais. Le temps s'y écoule tout à fait normalement, comme si on passait juste d'une salle à une autre. Et on va passer à l'aspect le plus insupportable du jeu, ce qui est d'autant plus chiant que c'est l'élément de gameplay auquel on sera constamment confronté, les combats. Ce système en lui-même est foireux, puisque Raziel peut se faire dépouiller le cul par de simples humains. Et beaucoup d'éléments ne fonctionnent pas comme ils devraient. Commençons par l'esquive. Alors autant parfois tu vas la maîtriser, et là ça passe, sauf que d'autres fois non. L'IA des ennemis parvient à anticiper tes esquives, ou n'en tient absolument plus compte, ce qui fait que tu peux te faire gangbanger façon BDSM fistinier alors que 10 secondes plus tôt t'étais intouchable. Bah il suffit de parer alors, non ? Oui, c'est le principe des parades après tout. Au lieu d'esquiver une attaque, on la bloque. Et avec le temps, les jeux ont ajouté une subtilité qui, pour le coup, était bien utilisée dans Blood Omen 2. Les parades pouvant résister à des attaques légères, mais devenaient inutiles face aux attaques lourdes. Est-ce que c'est le cas dans Soul Reaver 2 ? Non. Dans ce jeu, vos parades ne bloquent pas totalement les attaques légères, donc quoi qu'il en soit, vous prenez du dégât même en parant. Et à l'inverse, les parades des ennemis, elles, bloquent absolument toutes vos frappes, y compris les attaques lourdes. Dans ce cas, à quoi servent les attaques lourdes et les parades, me demanderez-vous ? Eh bah rien. Bref, comme je vous le disais, les combats sont difficiles, mais pas durs dans le genre Bloodborne où le moindre coup peut être fatal. Non, là, entendez plutôt difficile parce que complètement déséquilibré. Alors, je vous ai parlé des humains qui mettaient une raclée à Raziel. D'ailleurs, les affrontements risquent de vous rendre sacrément misogynes. Puisque désormais, il y a des femmes dans les rangs ennemis. Et autant les mecs sont pas particulièrement chiants, enfin, en comparaison, autant les meufs.
Chez les mercenaires, ce sont des halbardières ultra rapides qui vous ramonnent la tronche tout en ignorant vos esquives. Chez les morts vivants, ce sont des cracheuses de venin qui esquivent quasiment tous vos coups. Et chez les séraphéens, ce sont des magiciennes qui prennent la fuite à chaque fois que vous vous rapprochez en gueulant. Protégez-moi, mes frères! Protégez-moi, mes frères! Protégez-moi, mes frères! Alors, Amy Hennig dit qu'elle n'a jamais souffert de sexisme dans le milieu du jeu vidéo. Mais alors, si le mec qui a codé les ennemis dans Soul River 2 était pas un putain de gros misogyne, je vois pas ce que ça peut être. Il a tout fait pour qu'on déteste les femmes de ce jeu. Déjà que les humains sont plus forts, résistants et rapides que vous, je vous rappelle que vous êtes censé être une créature millénaire qui a massacré des dizaines de vampires. Donc d'office, les humains sont overpétés. Quant aux démons, non seulement ils sont très résistants, font énormément de dégâts et bloquent très souvent vos coups, chacun possède des attaques à distance histoire de vous empêcher de vous recharger tant que le combat est pas fini, et si jamais vous crevez, ils vous suivent dans la sphère spectrale. Alors ça, c'était les pires adversaires, mais les plus chiants, ce sont les ombres. Ces saloperies ne sont ni très fortes ni très résistantes, mais elles n'ont pas d'âme, ce qui rend impossible de les bouffer pour se soigner. L'ennui, c'est qu'elles attaquent au corps à corps et à distance, sont nombreuses dans certaines zones, et une fois qu'elles vous ont repéré, elles vous spammeront jusqu'à ce que vous ayez quitté les lieux. Et elles n'ont aucun autre objectif que de vous faire perdre du temps. J'en veux pour preuve les jarres élémentales, qui vous permettent de changer l'élément de la river. Systématiquement, dès que vous approchez d'une jarre avec un élément que vous ne possédez pas, celle-ci se désactive et fait apparaître une ombre que vous devrez vaincre avant de pouvoir imprégner la lame. C'est inutile, ça n'a aucun sens ni intérêt, et c'est chiant. Mais le véritable problème des combats, c'est surtout, comme pour Blood Omen 2, qu'il y en a beaucoup trop. Le premier Soul River avait su jouer finement entre le besoin d'âme et l'abus de mob, et même la subtilité des humains, qui pouvaient cesser de vous attaquer si vous en faisiez de même. Pas dans Soul River 2, ici tout le monde veut vous buter. Ce qui est chiant puisque, justement, le scénario rend l'univers encore moins manichéen, en faisant des vampires les victimes des humains. Et le gameplay ne suit pas, ne vous imposant que des PNJ agressifs tout au long du jeu. Bon, si les combats sont chiants, il suffit peut-être de se barrer pour les esquiver. Ah mais j'aimerais bien, sauf que non. La plupart du temps, les ennemis continuent à vous attaquer à moins de réussir à les distancer. Ce qui est rare car beaucoup vont aussi vite que vous. Et avec les démons, j'en parle même pas, puisqu'ils seront souvent accompagnés de barrières interdisant toute fuite. Quoi, c'est déjà fini? Ben ouais. Le jeu a pas suffisamment de nouveautés pour vraiment relever l'intérêt. La jouabilité est même très faible. Vu qu'à l'exception de quelques séquences d'énigmes et de plateformes, ben y a pratiquement que du combat et encore du combat. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas de la baston très bien gérée. Soul River 2, c'est pas un beat'em all fun où se bastonner avec les ennemis est plaisant comme avec God of War, ni même des combats ultra techniques qui demandent du doigté et de la réflexion comme avec Dark Souls. Là, on sent surtout que, comme il y avait très peu de variété dans le jeu, les développeurs ont essayé de cacher ça derrière la masse de combats. Tenez, vous voulez une autre preuve du vide abyssal de jouabilité? Y'a aucun boss! Sérieux, même Blood Omen 2 avait fait l'effort d'en ajouter. C'était mal fait, certes, mais il y en avait. Bah, pourtant, à la fin du jeu, tu dois bien affronter les saints séraphiens à la chaîne. Vu le contexte du combat, on peut pas vraiment appeler ça des boss. Sinon, le moindre pécor que je croise mérite tout autant, parfois même davantage d'être vu comme tel. Du coup, le jeu mérite... 12 sur 20 quoi. Alors il y a eu le problème des coups, bien sûr, mais je me demande vraiment si Soul River 2 n'aurait pas été volontairement raccourci par l'équipe d'Hennig pour sortir avant Blood Omen 2 et essayer de raccorder les ponts un peu comme il pouvait. C'est qu'une supposition bien sûr, mais vu à quel point le gameplay de cet épisode est pauvre, je vois pas tellement d'autres explications. Bref, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le gameplay de Soul River 2, je vous invite donc à me rejoindre pour la deuxième partie dédiée à son scénario, dont le lien est dans la description. Et évidemment, si vous avez peur de vous faire spoiler, n'allez pas la voir, et on se retrouve plutôt pour l'analyse du prochain épisode, Legacy of Kain, Défiance. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt, à bord de l'Universalis.